Bela Lugosi, Christopher Lee, Leslie Nielsen, Udo Kier, Jack Palance, Gary Oldman, Gerard Butler ou encore Luke Evans. A votre avis, qu'est-ce que tous ces comédiens mythiques, même si certains plus que d'autres, ont en commun ? Bon, normalement, vous me voyez tous venir à des kilomètres, mais bon. Oui, ils ont tous interprété Dracula au moins une fois. Et bien sûr, j'aurais pu citer des tonnes d'autres acteurs, surtout si j'avais pris en compte les interprètes de Nosferatu ou autres versions hommage ou non officielles de Dracula, mais déjà rien qu'avec ces quelques noms, il y a de quoi remporter la Champions League. Ainsi, lorsqu'aujourd'hui, après plus d'un siècle d'adaptations cinématographiques plus ou moins fidèles du roman de Bram Stoker, vous vous décidez à remettre en scène la version immortelle de Vlad Tepes, le choix de l'homme derrière les canines a une certaine importance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que choisir Nicolas Cage en 2023 pour interpréter le terrible comte, ça a une certaine gueule. Lui qui se prenait pour un vampire il y a déjà plus de 30 ans dans Vampire's Kiss, revient plus fort que jamais pour jouer l'un des antagonistes les plus légendaires de la fiction, tout médium confondu. Et juste cette simple idée avait de quoi faire frémir d'envie les Nicolas Cage zoos. Même si pour une fois, le prince de Transylvanie n'occupe pas le rôle titre. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de Renfield, et autant dire que le combo film de Dracula / Nicolas Cage / comédie gore avait de quoi me ravir dès le départ. Voyons ensemble ce qu'il en est réellement. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Renfield. Donc, Renfield est une comédie horrifique réalisée par Chris McKay, réalisateur de Lego Batman et de Tomorrow War, donc un choix un petit peu étonnant au départ, même s'il est au minimum le second choix, puisque le réalisateur présenté à la base pour le projet était Dexter Fletcher. Mais cette décision montre bien les ambitions de Universal pour son Dark Universe et ses Universal Monsters, que le studio essaye tant bien que mal de ressusciter depuis près d'une décennie. Proposer quelque chose de grand public et des œuvres dont le côté horrifique est finalement assez minime. Dracula Untold, La Momie, L'Homme Invisible, pas exactement le summum de la proposition horrifique, et Renfield va prendre le même chemin, puisque c'est une comédie qui tire parfois sur le gore, mais utilise principalement ses effusions de sang comme ressort comique, comme nous le verrons. Le film est déjà sorti en Belgique et fut projeté en avant-première lors du BIFF le mois dernier. Ce fut d'ailleurs l'une des séances qui rassembla le plus de spectateurs au festival cette année. L'effet Nicolas Cage ou Dracula, ou les deux, j'en sais rien. Et pour vous, amis français, rassurez-vous, le film arrive très vite. Tellement vite d'ailleurs que je vous invite à nous rejoindre pour une avant-première le 25 mai prochain à Paris, à l'Arlequin, une séance proposée par Sens Critique et Popcorns, et que j'aurai la chance d'animer. Donc, n'hésitez pas à nous y retrouver, et vous trouverez le lien pour la billetterie dans la description. Bon, j'ai beaucoup parlé de Dracula et de Nicolas Cage, mais le film s'intéresse plutôt à Renfield, et a le bon goût d'en faire le personnage principal pour une fois, ce qui est assez rare pour être souligné, vu que ça a toujours été un personnage secondaire dans le mythe de Dracula. C'est son Igor, en quelque sorte. Renfield, éternel serviteur de Dracula, essaye de lui amener des victimes afin qu'il puisse se nourrir et retrouver ses forces et sa forme après avoir été laissé à l'agonie par un combat contre des chasseurs de vampires. Désormais cachés dans un immeuble désaffecté de la Nouvelle-Orléans, une nouvelle vie commence pour eux, et notamment Renfield, qui profite d'un cercle de soutien aux victimes de relations toxiques pour aller chercher les responsables de cette toxicité et les offrir en pâture à son maître convalescent. Sauf qu'il est partagé entre son désir de jouer les bons familiers et aider Dracula à revenir, et son envie de vivre son existence comme il l'entend, libre. Et lorsqu'il va se retrouver malgré lui mêlé à une guerre contre le gang de mafieux local, le clan Lobo, il va enfin pouvoir s'affirmer et s'impliquer dans de bonnes actions. Si on ajoute à tout cela son décalage avec notre époque actuelle, lui qui est toujours soumis à des codes obsolètes, on obtient donc une relecture du mythe de Dracula propice à de nombreux gags et regards sur notre société moderne. Ça promet. Et oui, tout cela sera bien présent dans le film. Mais du coup, avec tout ça, j'évoque très peu le côté horrifique du film. Qu'est-ce que Renfield a dans le ventre ? À part des insectes. Bon, comme je l'ai laissé sous-entendre plus tôt, ce Renfield ne lorgne pas beaucoup du côté de l'horreur, et est avant tout une comédie. D'ailleurs, il utilise tout son héritage horrifique et sa propension au gore comme ressort comique, principalement à travers des scènes cartoonesques et exagérées. Les vraies scènes gore sont rares, mais sont traitées si légèrement, de façon si excessive, que vous ne risquez pas d'être dégoûté devant.
Des bruitages à la Tex Avery, du sang en CGI de qualité très douteuse, comme la plupart des effets spéciaux numériques du film d'ailleurs, de même que les quantités qui nous rappelleront des productions à la Sushi Typhoon, mais en un tout petit peu plus sage quand même, et surtout, une mise en scène et des mouvements de caméra qui visent à diminuer le choc et la violence de ces scènes pour se concentrer sur le grand guignolesque et l'humour. Nous voyons très peu de véritable impact et c'est tourné de sorte à uniquement provoquer le rire. Pas de souci pour ma part, mais ça en fait un gore très lisse et inoffensif et de ce fait assez peu impactant. Et selon moi, il ne va pas assez loin dans ce délire pour que ce soit un véritable atout pour le film. Des œuvres comme les prods Sushi Typhoon déjà cités, le déjanté Story of Ricky ou encore certains métrages de la Necrostorm ont en soi les mêmes caractéristiques sur le papier, mais se montrent beaucoup plus imaginatifs dans leur façon de jouer avec les corps, dans les impacts sanglants ou dans les explosions d'hémoglobine, et surtout sont beaucoup plus généreuses. Le gore fait pleinement partie de leur identité et de leur ambition, alors qu'ici, il sert uniquement l'humour et en devient donc beaucoup moins mémorable. Ce point est encore en plus amplifié par le manque d'enjeu du film. Ce ton léger omniprésent, la surpuissance de Renfield par rapport à tous ses adversaires, le manque d'opposition mais également le manque de caractérisation de quasiment tous les antagonistes du film, retirent énormément de substance et d'impact aux situations proposées, y compris au gore. C'est, selon moi, le plus gros point faible du film. Les péripéties se voient venir de très loin et sont assez inintéressantes car il n'y a pour ainsi dire aucun enjeu. À tel point que, petit spoil sans trop d'importance, la plupart des victimes de Dracula reviennent à la vie à la fin, grâce à une pirouette scénaristique. Ça, pour moi, c'est un non catégorique. C'est quasiment le coup du « oh, ce n'était qu'un rêve ». Mais il y a tout de même quelques points horrifiques intéressants au-delà du gore, à commencer par Dracula lui-même, et surtout ses différents stades de transformation tandis qu'il récupère peu à peu sa forme humaine. Les maquillages et effets spéciaux y sont alors plus convaincants que pour les effets gore, et nous avons droit à quelques monstruosités amusantes, mais à nouveau, c'est trop léger, c'est trop court. Mais ça a le mérite d'exister et de nous rappeler la nature horrifique de Dracula à la base. Bon, voilà pour le côté horrifique, qui me paraissait assez important à souligner. Mais Renfield nous propose également d'autres choses. De la comédie, bien sûr, et de l'action. Qu'en est-il de ces points-là ? Eh bien oui, le film est assez rigolo, et heureusement, vu à quel point il nous mitraille de blagues. Si elles ont le mauvais effet de diminuer les enjeux et notre immersion dans le récit, beaucoup font mouche, et leur grande diversité aidera à choper la plupart des spectateurs. Jeux de mots, comiques de répétition, détournements de codes et clichés autour du mythe de Dracula confronté à la modernité, vulgarité gratuite, et surtout, bagarre à la Astérix et Obélix ou à la Looney Tunes, comme dit précédemment avec le gore grotesque et léger. Ceci dit, le danger de ce grand nombre de blagues, c'est forcément l'overdose. Le film finit par paraître long alors qu'il ne l'est pas, et c'est rarement bon signe pour une comédie. Ce qui aide à maintenir l'intérêt du spectateur à ce moment-là, ce sont les scènes d'action. Il y en a quelques-unes durant lesquelles Renfield et l'agent Rebecca affrontent des dizaines de malfrats qui, à défaut d'être bien filmés, sont suffisamment dynamiques et fun pour nous tenir en haleine. Mais encore une fois, le manque de caractérisation et d'opposition de la part des antagonistes rendra tous ces efforts un petit peu vains. Reste la romance, que je n'ai pas encore évoquée, entre Renfield et Rebecca, principalement vue sous l'angle humoristique, encore une fois, ce qui fait qu'elle ne tient pas énormément debout. Si l'on accepte un point important, à savoir les caractéristiques qui les réunissent. Le fait qu'ils cherchent à faire le bien, et surtout qu'ils soient au cœur de relations toxiques, le grand thème du film. Rebecca est bien seule, au milieu d'une police corrompue jusqu'à la moelle qui la tourne en dérision et lui met constamment des bâtons dans les roues, lui ment sans vergogne et la rabaisse dès que possible. Mais Renfield, surtout, le larbin de Dracula, se rend compte au fur et à mesure de sa condition de codépendant. Dracula a l'ascendant sur lui, se sert de lui, se nourrit de lui, comme un vampire, quoi, t'as capté, et Renfield va alors chercher à se détacher de lui pour reprendre son indépendance. Oui, ce Renfield nous propose donc une relecture du mythe de Dracula via le concept de relation toxique que la figure du vampire représente parfaitement. Le terme vampire est d'ailleurs également utilisé dans la vraie vie véritable pour qualifier ce genre de personnes, les pervers narcissiques ou tout ce qui s'en approche de près ou de loin. Et bon, évidemment que c'est une relation toxique puisque Dracula a fait de Renfield son serviteur, son esclave, son familier. Ils ne sont pas sur un pied d'égalité, ni dans leur relation de boss à employé, ni dans n'importe quel autre type de relation. Car oui, leur duo peut parfaitement symboliser n'importe quel type de relation et ne s'arrête pas à la filiation professionnelle, plus premier degré. Le fait que Renfield doive bouffer des insectes pour être au top de sa forme, qui est dans le mythe de base le symbole du mal enfoui et capable de grandir peu à peu dans chaque être humain, sert ici à représenter la différence de traitement entre lui et Dracula, qui se nourrit d'êtres humains. C'est de la meilleure bouffe. La façon dont l'une des victimes de relations toxiques du cercle de soutien décrit sa relation et son bourreau convient parfaitement à celle entre Renfield et Dracula, à tel point qu'on dirait qu'elle parle d'eux. Puis, ce thème est le point de départ de beaucoup de blagues et de détournements de clichés sur Dracula ou les vampires, qui sont un petit peu datés, comme le moment où Renfield brandit un guide pour sortir de relations toxiques à son maître et en lit des passages pour tenter de le diminuer, comme un prêtre le ferait avec une Bible, par exemple.
Le film essaye donc intelligemment d'utiliser les codes et clichés d'un autre âge sur Dracula et le mythe du vampire pour décrire notre société moderne et la critiquer. Ou du moins en critiquer certains aspects. Enfin, le simple fait de transformer un éternel personnage très secondaire du mythe en héros de l'histoire, pour une fois, est une parfaite représentation de comment Renfield sort de cette relation toxique et réussit à s'affirmer. Une mise en abîme qui fonctionne plutôt bien, pour le coup. Selon moi, cette relecture moderne est l'un des grands points forts du film. Que ce soit grâce au blague qu'elle génère, ou tout simplement pour sa récupération des codes. On entend le marchand de glace, hein. Merci à lui. Il fait chaud en plus sous cette combinaison. Il va vraiment se poser dans la rue, quoi. Je sais même pas si vous l'entendez. Ceci dit, même cette nouvelle vision, de base plutôt intelligente et bien écrite, perd en substance au fur et à mesure du film, au point de quasiment complètement s'affaisser lors de son dernier tiers. On y voit alors juste Dracula tenter de manipuler d'autres personnages comme il l'a fait durant des années avec Renfield, mais c'est appuyé de façon assez maladroite et ça perd un petit peu de son sens avec ce final hyper cartoonesque. Mais surtout, si on parle de Nicolas Cage en vampire, de vampirisme sentimental ou de relations toxiques, il y a selon moi un film bien plus abouti que Renfield qui existe depuis une trentaine d'années, que j'ai déjà évoqué en début de vidéo. Vampire's Kiss ou Embrasse-moi vampire de Robert Bierman. Dans ce film, Nicolas Cage joue Peter Lowe, un agent littéraire coureur de jupons et dur avec ses subalternes, toutes des femmes. C'est un menteur misogyne et imbu de sa personne qui va un jour rencontrer une magnifique jeune femme qui va s'avérer être une vampire et le mordre. À partir de là, son comportement va devenir de plus en plus délirant et ses névroses vont exploser au grand jour, tandis qu'il va perdre la raison petit à petit. Sans forcément rentrer dans les détails, ici, l'utilisation de la figure du vampire pour représenter des comportements toxiques est beaucoup plus aboutie. Peter va extrêmement loin dans sa manière d'humilier et de maltraiter toutes les femmes qu'il rencontre. C'est aussi une comédie, mais qui mise plutôt son humour sur des situations gênantes, avec un personnage pathétique qui perd complètement pied avec la réalité, que l'on voit s'enfoncer dans la folie au point d'errer dans les rues en parlant seul et en s'imaginant des scénettes ridicules dans sa tête qu'il croit réelles, le tout renforcé par le jeu de Nicolas Cage en roue libre totale et qui a inspiré de nombreux mèmes aujourd'hui. Am I getting through to you? Over! C'est selon moi un type d'humour bien plus à propos quand tu bases une grande partie de ton film sur un sujet aussi sérieux, qui fonctionne beaucoup mieux que le cartoonesque ou la légèreté à outrance. De plus, le principal enjeu du film est la chute en avant de Peter Lowe, qui s'enfonce dans ses comportements maltraitants et égoïstes, et on ne nous propose pas une sous-intrigue à base de gangsters grossiers et de scènes d'action un petit peu vaines à côté. C'est une façon plus sérieuse et originale de traiter le sujet, tout en réussissant à rester drôle. Un numéro d'équilibriste pas forcément évident, mais hyper intéressant. Il y a aussi ce parallèle entre la figure du vampire et celle du prédateur ou de la prédatrice que Embrasse-moi vampire utilise bien mieux que Renfield, où il est également présent mais moins utilisé. La jolie vampire qui mord Peter, que ce soit réel ou juste dans sa tête, est une prédatrice, et pour une fois, c'est Peter la proie, pas l'inverse. C'est lui qui va se retrouver amoureux, manipulé à cause de ses sentiments, et va donc voir le rapport de force habituel dans ses relations avec les femmes simplement inversé, d'où sa perte de repère, puis sa folie. Mais à ce stade de la vidéo, je me rends compte que je parais très dur avec ce Renfield. Alors laissez-moi mesurer tout ça en vous disant que, finalement, qui aime bien, châtie bien. Jusqu'ici, j'ai pris et critiqué de nombreux éléments de façon isolée, mais c'est une façon biaisée de parler d'un film. L'univers proposé par Renfield est cohérent, fonctionne plutôt bien et tire à boulet rouge sur de nombreux mots de notre société, tout en les transformant en gags souvent volontairement grotesques. Ça me fait penser à des univers comme ceux de la Trauma ou à Hobo with a Shotgun, même si, évidemment, Renfield ne va jamais aussi loin. Mais dans l'absurdité, dans le comportement de ses personnages et la succession de situations loufoques qui nous est proposée, j'y vois quelque chose d'un petit peu similaire, et qui n'est pas pour me déplaire. Cette absurdité constante est un parti pris, et lorsqu'on parvient à l'accepter, Renfield fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Elle est d'ailleurs assez rare dans les grosses productions de ce calibre. Nicolas Cage avoue être pour sa part beaucoup inspiré du Loup-garou de Londres ou de Malignante, et même si je trouve le film beaucoup moins abouti que ces derniers, je vois totalement ce rapprochement, et il n'est pas pour me déplaire, lui non plus. Bon, il dit aussi s'être inspiré de The Ring, et ça, je dois avouer que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Mais bon, on s'inspire toujours de Ringo quand on fait quelque chose, et ça, c'est valable peu importe ce qu'on fait. Ouais. Concernant Cage, justement, le voir en Dracula est l'un des points forts du film, forcément. Bon, il a plus tendance à jouer Nicolas Cage qui joue Dracula qu'à vraiment jouer Dracula lui-même, mais c'est exactement ce qu'on attend de Cage dans ce film. C'est ce qu'on vient voir, et ça a quelque chose de jouissif de le voir revêtir ce costume et de s'amuser avec. Il n'est plus le jeune premier qu'il était dans Vampire's Kiss, et porte ici une grande partie du métrage sur ses épaules, alors même qu'il n'y apparaît pas tant que ça. Il bouffe l'écran, et ce malgré la solidité du cast que je tiens à souligner.
tout le monde s'éclate, et ça donne parfois des scènes improbables mais jouissives. Et je tiens à mettre en avant la présence de Caroline Williams, la stretch de Massacre à la tronçonneuse 2, ce qui emplit mon cœur d'une joie incommensurable. Bref, je rappellerai également le point le plus important de Renfield, sur lequel je ne suis pas assez revenu dans cette vidéo. Le film est fun, ne se prend pas au sérieux et nous fait passer un bon moment. Voilà qui est fort avec le film. Il a beau être critiquable sur la plupart des points, l'ensemble tient la route et il parvient parfaitement à accomplir ses objectifs. Alors certes, la direction artistique est discutable, l'humour est souvent de mauvais goût, et tant mieux, les personnages sont débiles au possible, les enjeux sont minimes, mais finalement, on s'en fout un peu. Voire même, on vient pour ça. On vient juste voir Nicolas Cage déguisé en Dracula, du gore sur grand écran, des gangsters stupides se faire embrocher à la chaîne et entendre des blagues grossières à la pelle. Alors, si tout ça a le potentiel de vous rendre heureux, foncez. Vous découvrirez un film sympa, sans prise de tête, qui n'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais personne n'en demandait tant. Et n'hésitez pas à venir le découvrir avec moi à Paris le 25 mai prochain en avant-première, lien dans la description. Enfin voilà, c'est déjà la fin de cette petite critique-logue sur Renfield, qui m'aura aussi permis de parler de Vampire's Kiss, que j'aime vraiment beaucoup, pour le coup. On se retrouve peut-être la semaine prochaine dans la vraie vie, ou alors pour une prochaine vidéo, mais dans tous les cas, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.